Salut tout le monde, bienvenue au podcast Overseas. Cette semaine, mon épisode vous est présenté par Imbo, Tremblay Elite Hockey. C'est Alex Imbo et Julien Tremblay qui se sont associés afin d'offrir un service supérieur de développement pour les jeunes joueurs de hockey. Ils offrent autant des skills, des cliniques de skills, des cliniques privées, des pratiques de groupe. C'est deux anciens joueurs de hockey qui se sont associés pour vraiment sortir les jeunes de leur zone de confort pour leur apprendre des techniques d'une façon moderne et spécialisée pour eux-mêmes. C'est deux gars qui sont vraiment cool à travailler avec. Les jeunes, ils s'amusent puis ils s'améliorent. Donc, Imbo, Tremblay, Elite Hockey. L'épisode vous est présenté par eux cette semaine. D'ailleurs, mon invité, c'est Alexandre Imbo qui nous parle un petit peu de son parcours. On parle justement beaucoup du développement des jeunes. Donc, pour les parents ou les jeunes, si tu veux en apprendre un petit peu plus sur c'est quoi qui est important pour ton développement, c'est un excellent épisode pour ça. D'ailleurs, Alex nous partage un petit peu, lui, son développement, comment ça se passait avec les sports quand il était jeune, sa manière qui a fonctionné, toutes ses expériences en Europe, dont une expérience vraiment cool. Alex Imbo, cette semaine, mon épisode. Donc, bonne écoute. Ciao. Mon invité cette semaine, un ami proche, un Julie Villois. Je l'ai connu quand il était jeune. Aujourd'hui, il redonne un petit peu, un des gars avec les plus de skills naturels avec qui j'ai eu la chance de jouer. Puis aujourd'hui, il redonne à la communauté puis aide nos jeunes à se développer. Alex Imbo, salut mon ami, ça va? Salut Frank, ça va bien toi? Yes, ça va. Ça, c'est ta garde-robe chez vous, ça? C'est un Christy setup que tu nous as fait là? Non, en haut, en fait, on est dans un bureau fanatique là, où je suis représentant des ventes maintenant. Le garde-robe en haut, en fait, c'est femmes, fait que c'est tous les samples médiums, puis en bas, on a un petit peu de samples pour hommes. Là. OK. On est dans le showroom NFL, MLB en ce moment, Nike. Ah, vraiment cool de partager ça avec nos auditeurs. C'est vraiment nice comme setup. On va commencer du début un peu là, parce que j'ai parlé de tes skills puis de ton aide avec les jeunes, mais je veux savoir, toi, quand tu étais jeune, justement, c'est comment ça a starté tout ça quand tu étais jeune, ton milieu familial puis ton hockey mineur en commençant du début, là, comment ça s'est passé un peu? Ouais, en fait, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui savent ça. J'ai commencé à jouer à Repentigny. Ma mère restait à Repentigny. Donc, je me trompe pas, je pense que mes 2 premières années, j'ai joué là. J'ai commencé, j'étais gardien. C'est Au vrai? début, là, on prenait le stock de goaler au Pro Shop, j'étais gardien. OK. Je pense que j'ai joué avec mon frère une année comme gardien. Mon frère était défenseur. Ouais. Après ça, j'ai fait le switch à Sainte-Julie. Là, si je ne me trompe pas, c'est ma 2e année novice. OK. Après ça, je suis arrivé à Sainte-Julie, j'ai joué là. On a eu, en tout cas, bien des années, là, je pense que je te regardais jouer, tu as plus moi de 2 ans, tu as l'âge de mon frère. Là. Ouais. J'ai joué Max 5, je pense, avec ton frère, justement, avec les Vélociraptors dans le temps. Ouais, c'est ça, c'est possible, ça. C'est possible. Fait que, puis je pense que c'est ça, j'ai joué novice A à Sainte-Julie, je remplaçais un peu à Tombe 2C. Je sais pas si tu étais là, mon frère jouait à Tombe 2C, j'allais remplacer dans cette année-là. Ouais. Tu étais peut-être à Tombe 2A, toute cette Ouais, j'étais à année-là. la tombe 2A, je pense, cette année-là. Ouais. C'est ça, puis après ça, ben là, j'ai joué ma première année à Tombe 2C. Je pense qu'il n'y a pas de 2B dans ces années-là. Deuxième année à Tombe 2A avec le collège français. Puis là, après ça, j'ai joué Pee-Wee Bantam, Pee-Wee 2B, 2 ans. Tu sais, ceux qui pensent qu'il faut que tu sois dominant là, à un jeune âge. Moi, j'ai été coupé, j'ai été retranché souvent quand j'étais jeune. Ouais. Ça a probablement été bon. Mais 2 ans, Pee-Wee 2B. Après ça, Bantam 2B, première année. Puis là, c'est là que j'ai eu une poussée de croissance entre la première et deuxième année. Puis là, j'ai réussi à faire le Bantam 2A, deuxième année. OK. Mais avant, tu sais, je veux juste revenir à Tombe 2C, là. Toi, c'était pas un upgrade. Tu étais vraiment là comme remplaçant. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas d'upgrade. C'est quoi qui t'ont dit dans ce temps-là quand tu allais remplacer? C'était vraiment juste un call-up quand il y avait besoin ou tu jouais dessus Ouais, c'est vraiment quand il y avait besoin. Vraiment OK. quand il y avait besoin. Moi, je jouais novice A. J'étais quand même dominant novice A, deuxième année. Eux autres, à tombe 2C, étaient très faibles. Là.
Puis quand il y avait des blessés, il m'a amené une coupe de game. Fait que ça allait bien, là, j'allais là, puis j'étais capable de jouer ma game quand même si j'étais plus jeune. Ouais. C'est ça. Puis après ça, j'ai monté à Tombe, puis là, j'ai fait mes 2 années régulières à Tombe. OK. Puis, tu disais, là, ta poussée de croissance est arrivée après quand tu t'es fait pas drafter, mais avant ton camp Midget 3 ou ta deuxième année Bantam? Non, avant ça, ça a été entre la première et deuxième année Bantam. Je te dirais, je pense, la plus grosse différence. Là, j'ai jamais été gros. Là. J'étais toujours très, très maigre, mais j'étais pas grand non plus. Là. J'étais normal, mais j'étais pas très, très grand. Puis entre ma première et deuxième année, là, j'ai pris, je pense, 5 pouces dans une année. Là. Ouais. Fait que je suis arrivé deuxième année Bantam, j'étais rendu 5 pieds 11, 5 pieds 11 et demi. Fait que ça a changé, là. Ça a changé ma game. Puis je pense que t'as reçu mon chum Ben Doucet là, sur le podcast. Là, Ouais. J'ai vu l'épisode. Là. Nous autres, Bantam 2A, Ben, lui, dans le fond, il avait été retranché à la deuxième année. Lui, il avait été retranché à 15 Antoine ans. Giroir. Ouais. Puis il avait été repêché par Magog. OK. Puis ça, ce que ça a fait, c'est que dans le fond, tu sais, moi, Ben, il a toujours été très, très dominant là, dans le hockey mineur. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'étais toujours en arrière de Ben, en arrière de certains joueurs, parce qu'il est en avant, il est en avance sur moi. Puis l'année que lui était à Magog, là, ça m'a donné plus de glace, plus de responsabilité. Fait que c'est vraiment ma deuxième année Bantam, tu sais, là où j'ai commencé à éclore un peu plus. OK. Puis justement, j'ai vu ta deuxième année Bantam. Je pense que tu as eu la chance de jouer une game Midget 3. Ça se peut-tu à 15 ans? Tu te rappelles-tu? Ouais, écoute, j'ai déjà vu ça, mais je m'en souviens pas pantoute. Non. Je m'en souviens pas pantoute. Pour vrai, je pense que j'étais même pas allé au camp. Euh, je me souviens pas. Je dois en avoir joué une, là, s'il est indiqué. Là. Ouais. Mais j'ai pas de souvenir, là, à part de me souvenir que pour moi, le calibre était bien trop fort. Là. Ouais. Ben, c'est ça, mais. C'est pas mal les seuls souvenirs. Ouais, mais c'est ça, quand je regardais ça, tu sais, dans le temps, mettons, on jouait à 15 ans, Bantam 2A, tu sais, c'était la partie normale. Puis je me rappelle pas d'avoir fait un camp Midget 3, moi non plus, à 15 ans. C'était-tu des invitations spéciales, t'en rappelles-tu? Parce que, il me semble, j'ai pas le souvenir de ça, moi non plus. Je me souviens pas, mais tu sais, moi qui venais du Bantam 2B, tu sais, je sais pas si on aurait été invité. Là, c'est sûr que ça a changé d'aujourd'hui, là, où il y a 120 joueurs par camp d'entraînement. Là, tu sais, on s'entend, là, c'est un petit peu plus une campagne de financement. Là. Ouais. Ça permet à certains joueurs de se comparer aussi. Ils sont rendus dans leur développement, même s'ils savent qu'ils feront pas l'équipe. Fait que c'est correct comme ça aussi. Mais dans nos années, je me souviens pas combien il y avait de joueurs, mais on devait pas être plus que 50. Là. Ouais, Ça surprendrait qu'on était plus que joueurs que ça. Là. Ouais, c'était pas beaucoup, me semble, c'était ça aussi. Puis c'était une ligue de 16 ans aussi dans ce temps-là, Midget 3. Toi, ton année, là, t'as pris un step là, de retrouver ton chum Ben Doucet, justement, qui est revenu avec Antoine Giroir. Tu sais, vous aviez une équipe incroyable, là, une équipe All-Star, là, Doucet, Charette, Aubin, Castonguay, Dorion, Le Temps, Ellis, Lacasse. C'est tous des gars qui ont joué pro. Là, tu sais, c'est rare des grosses éditions de même. Parle-moi donc de cette année-là un peu, comment ça a été dans ton cheminement. Ouais, écoute, ça a été probablement une de mes plus belles années à vie. Là. On avait un club incroyable. Écoute, je te dirais, même dans le camp d'entraînement, ma place n'était pas faite. Là. Je me souviens que Mario Pouliot, qui était l'entraîneur, m'avait rencontré là, peut-être aux 3 quarts du camp là, pour me faire un petit wake-up call pour me dire que si j'alignais pas mes flûtes, ouais, je me trouve un autre club. Fait Ah ouais? ouais. Puis, écoute, j'avais répondu avec, je pense que j'avais scoré 4 buts contre Charlemagne. Là. OK. Une game hors concours vers la fin du camp. On avait vraiment une grosse équipe. Cette année-là, tu sais, moi, j'ai toujours été un joueur de centre. Je jouais en arrière de Doucet puis Mathieu Aubin. Ouais. Qui était repêché par les Canadiens, qui était excellent lui aussi. Fait que, tu sais, j'étais toujours un peu dans l'ombre de ces gars-là, tout le temps un petit peu en arrière. J'ai commencé l'année, c'est la 3e ligne. Je jouais avec, je me trompe pas, je pense que j'étais avec Steve Bellefleur puis Fortier. C'était 2 gars qui étaient tough, qui frappaient, ils savaient jouer au hockey, mais c'était pas des gars de skills, mais c'était des très bons joueurs qui dérangeaient. J'ai commencé l'année avec eux autres, je pense que c'est les 20 premières games. Puis un moment donné, là, j'allais voir Mario souvent, avec Mathieu Aubin, on aimerait ça jouer ensemble. Ouais. Sortez de mon bureau.
On venait le lendemain. Mario sortait de mon bureau. Jusqu'à temps qu'il nous trouve tellement fatigants qu'il m'a mis à l'aile droite, sa deuxième ligne avec Mathieu. Puis c'est vraiment là que, écoute, je pense que j'avais un point par match, les 20 premiers matchs, puis j'ai fini les 42 derniers. Là, je pense que j'avais 42 points à mes 20 derniers matchs. Là, Ouais, parce que tu as fini avec 62 points en 42 matchs, là, 26 buts cette année-là. C'est ça. Ouais, exact. Fait que j'avais vraiment explosé avec Aubin puis Étienne Morier. Là. Ouais. C'est la deuxième ligne. Fait que puis les playoffs, on a eu des très, très grosses playoffs. On a gagné le championnat cette année-là. Puis on est allé à la Coupe, c'était la Coupe à Canada dans le temps. C'était où cette année-là? Vraiment, pour moi, ça a été là que ça a changé. Là. Ouais. C'était où cette année-là, la Coupe Canada? C'était à Sault-Sainte-Marie. OK. Puis comment ça a été? Ouais. C'était ta première expérience, tu sais, que tu sortais du Québec un petit peu ou dans le hockey mineur, tu avais eu la chance des tournois d'été de sortir un petit peu? Y avait-tu un stress de plus d'être justement hors Québec? Il y en a un, c'est sûr, parce que le stage est gros, mais dans le 3 d'été, j'avais fait une coupe de tournois extérieurs. On était allé à Philadelphie une année. Là. J'avais fait une coupe, je me souviens pas toutes les places, là, mais j'avais pas beaucoup d'expérience, ça c'est sûr, pas à ces niveaux-là non plus. On arrivait là quand même confiant parce qu'on avait, je pense qu'on a perdu 4-5 matchs dans la saison là, cette année-là. Puis on a quand même traversé le tournoi. Là. On a tous gagné nos matchs. On avait battu Calgary 7-1 le premier match. Okay. Puis je me souviens, Mario nous avait dit le lendemain qu'on allait raffronter en finale. Puis nous autres, on riait. On vient de les ramasser 7-1. Ouais. Puis en fait, Mario, il avait raison. Encore. Fait qu'on les a repognés en finale. Ça a été en demi-finale, on a eu plus de difficultés. On perdait 2-0 après 2 périodes. On a remonté en troisième. On a gagné en prolongation. Ça a été un gros high d'émotion. On est arrivé le dimanche. Tu sais, c'est 7 games en 7 jours. Là. Ouais. Puis, on est arrivé le dimanche contre Calgary encore. C'était 1-1 après 2 périodes. On a cassé. Okay. On a cassé en troisième. Fait que ça a été tough, là, mais ça a été quand même une super belle année. Je pense qu'on a 11 joueurs qui sont sortis dans les 3 premières rondes de cette draft-là. OK. Puis tu disais Mario qui avait encore raison. Comment il t'a apporté Mario Pouliot? C'est quoi qui a changé un petit peu dans ta game, dans ta manière de voir ça? Parce qu'après ça, il a une très belle carrière, là, Mario Pouliot. Il a monté aussi les échelons. Lui, il t'a apporté quoi dans ta progression MJ3? Ouais, écoute, Mario, il a tout le temps été... C'est un coach qui était tough, mais qui était très, très fair avec les gars. Fait que si tu y en donnais, il t'en donnait. C'est un gars qui est extrêmement compétitif. Je pense qu'avec l'équipe qu'on avait, ça fitait bien. Là. Pour moi, il était très bon. Tu sais, rien enlevé au coach du hockey mineur, mais souvent, là, les parents là, qui sont très critiques des coachs du hockey mineur aujourd'hui, dans nos années, là, tu t'en souviens, là, ouais. C'était pas rémunéré, c'était du bénévolat, c'était des gens qui mettaient beaucoup de temps, qui étaient passionnés, mais c'était pas toujours les plus grands connaisseurs. Fait que ça avait du bon dans un sens parce que j'ai toujours des coachs qui m'ont laissé jouer. Fait que j'ai développé ma créativité, mon IQ, mes habiletés sans vraiment avoir peur de faire des erreurs, sans trop réfléchir sur la glace. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, on enlève ça aux jeunes un petit peu trop vite. Mais tu sais, je pense que quand je suis arrivé avec Mario, là, au niveau de la structure, au niveau du système de jeu, au niveau de la rigueur, c'est tous les petits détails de la game, apprendre à jouer la game de la bonne façon, je pense qu'il était très bon pour moi. Ouais. Puis là, c'est ça, là, avec ta grosse année, tu t'es fait repêcher par les Remparts en première ronde, je pense, cette année-là. Ça a été comment, ça, ton expérience au draft? Puis t'avais-tu une idée pas mal que tu allais sortir première ronde ou c'était une surprise? En fait, j'étais listé première ronde. Je me souviens pas, on était les trois du collège Antoine Giroir. Là. Je pense que moi, j'étais classé 12e, Ben Doucet 13e, puis Francis Charette 14e. Je pense qu'on était les trois back-à-back. Là. OK. Si je m'en attendais, oui puis non, dans un sens, tu étais classé 12e, il y a 16 clubs. Il y a toujours des surprises au draft. C'est sûr que j'espérais être repêché en première ronde. Ouais. Surtout que l'année d'avant, j'avais pas été repêché. J'étais monté à Bathurst en auto avec mon père, là, parce qu'on s'était fait dire que j'allais sortir probablement en 4e ronde. Puis, ouais.
Je sais pas si tu t'en souviens, dans le temps, il y avait 5 rondes pour être repêché les 15 ans. Là. Ouais. Ben, c'était bon, ça. Euh, C'était une bonne règle là, qu'il y avait dans ce temps-là. Là. Ça permettait à se ouais. développer à certains gars plus. Là. Ouais, puis plus de gars 16 ans qui sortaient par après. Puis Ouais. la Ligue, le midget 3 est un petit peu plus vieux aussi. Fait, en tout cas, bref, ça a changé, mais dans ce temps-là, c'était ça. On m'avait dit à moi et mon père là, qu'on devrait monter, que c'était pas mal sûr, c'était sûr que j'allais sortir. Fait qu'on arrive à Batters, puis finalement, on s'est assis sur une chaise une chaise de pique-nique, puis on a attendu pendant 5 rondes, puis Ouais. mon oncle est sorti. La route On est est longue. Hein? reparti, ça a fini le dernier choix de 5e ronde, quand le choix est sorti, j'ai regardé mon père, je dis sors-moi d'ici. Puis une demi-heure après, on a pogné un ticket de vitesse en sortant. Ah ouais. Ouais, mon père était tanné d'être là aussi. Fait que ça a été une expérience qui était tough, mais en même temps, tu sais, avec le temps, je veux dire, c'est quelque chose qui forge ton caractère. Fait que l'année d'après, je suis revenu Midget 3, j'ai eu une grosse saison. J'étais bien entouré aussi. Là. Ouais. Ça m'a permis d'être repêché en première ronde à Québec. OK. Puis là, quand tu es arrivé à Québec, c'était qui était entraîneur-chef quand tu es arrivé là? Quand je suis arrivé, c'était Éric Lavigne. C'était OK. Pat, il était GM. Patrick était GM, il venait de prendre sa retraite, je me trompe pas. Fait qu'Éric était entraîneur. C'est sûr que Pat prenait quand même beaucoup de place. Là. C'est un passionné. Là. Il était sur la glace avec nous autres tous les jours. Puis, Ouais. c'est un GM qui était très, très, très présent. OK. Puis ça a été comment? Parce que tu as fait une année, là, ça a-tu été comme une claque un petit peu ta première année junior, étant donné que tu étais habitué de faire des points, d'être un leader dans ton équipe, d'arriver ta première année junior, comment ça a été? Ça a-tu été tough? Ben, ça a été tough parce que ça a été tough le début de saison. J'ai eu une grosse commotion dans le camp d'entraînement. Fait que j'avais été, je pense, pendant 1 mois et demi, là, des maux de tête. Ça avait été tough, cette séquence-là. Ça m'a pris du temps à partir l'année après, m'en remettre. C'était ma première grosse là, commotion. Ouais. Ça a été plus tough un peu. Tu sais, la situation, je pense, là, Eric, l'entraîneur, je pense qu'il était sous pression là, avec Pat comme GM, tout le monde savait qu'il allait prendre les règnes du club là, éventuellement. Fait que je pense qu'il y avait de la pression pour avoir des résultats, même si on était supposé être en semi-reconstruction. Là. Ouais. Fait que, les jeunes, on ne jouait pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup de temps de glace. Ça a été une année d'apprentissage. C'est sûr que je te cacherai pas que j'étais pas le gars le plus mature. Là, fait que tout ce qui est hors glace, tout ce qui est au niveau de l'entraînement, les habitudes de vie, j'avais pas les meilleurs. Là, fait que je me donnais pas les meilleures chances de réussir. Puis quand j'ai rencontré la Grande Allée à Québec, ben, je vais faire une coupe de tour aussi dans la saison. Fait que c'est sûr que c'est ça. Fait que c'est comme n'importe quoi. Il faut que tu mettes les chances de ton bord. Moi, j'ai pas maximisé mon temps là-bas, ça c'est sûr et certain. Okay. Puis là, c'est ça, c'est là que tu as passé à Victo. Était comment la Grande Allée à Victo? C'était-tu un choc quand tu es arrivé là-bas? Ou? Ouais, c'était un choc parce que j'ai été échangé au repêchage. Fait que, je m'en souviens, là, j'étais couché, mon père était venu me réveiller, il me dit viens-t'en, faut que je te parle. Fait que là, je pensais que j'avais fait de quoi de mal. J'essayais de penser à ce que j'avais fait dans la semaine. Puis là, finalement, il m'annonce que je viens d'être échangé. Puis là, je m'en vais à Victo. Ça a été un choc parce que Québec, ça reste Québec, là, c'est une grosse organisation. Ouais. Ma fin de pension est incroyable. J'aimais la gang de gars qui étaient là. Dans mon meeting de fin d'année avec Pat, il m'avait parlé que j'avais beaucoup plus de responsabilités, qu'il me voyait comme deuxième centre. Je m'en attendais pas. C'est sûr que le retour pour Québec valait la peine. Je comprends pourquoi il a fait l'échange. Mm-hmm. Puis quand je suis arrivé à Victo, Ben Doucet était là, c'était mon meilleur chum. Ouais. Les frères Charland, dans l'été, avant le draft, j'étais allé faire un tour à Victo avec Ben à sa pension. J'étais sorti avec les frères Charland, j'étais sorti avec les boys là-bas. Puis là, pas longtemps après, j'ai été échangé là. Fait que ça a été plus facile un peu là, à absorber le choc. Ouais. La transition s'est bien faite. On avait vraiment une bonne gang de gars à Victo. Là. Ouais. Très immature comme gang, mais qui un peu dans ce que j'étais moi. Peut-être pas ce que j'avais de besoin, mais qui fitait dans ce que j'aimais. Puis j'ai vraiment eu des belles années là aussi. Bon, on va y arriver justement quand est-ce que ta maturité va prendre un coup, mais avant ça, à Victo, un petit peu, là, Stéphane Lebeau, c'était-tu lui qui est entraîneur-chef là-bas, puis c'était
c'était comment se faire coacher par lui, là, quand même une légende là, des Canadiens de Montréal. Là, ça mettait-tu un petit peu de pression ou bien la relation était bonne? Non, en fait, la relation était super bonne. Steph était incroyable. Euh, Super bonne tête de hockey. Moi, il m'a appris beaucoup de choses, juste des discussions un à un avec lui, comment il voyait la game, ses expériences personnelles. Euh, je te dirais que la seule chose, je pense, qui était tough pour Steph, c'est on avait vraiment pas une bonne équipe. Mm-hmm. Puis Steph, il avait encore la mentalité professionnelle, tu sais, fait qu'il nous traitait vraiment comme des pros. Mais on n'avait pas on n'avait pas la maturité, on n'avait pas l'équipe peut-être pour avoir ce genre d'environnement-là. Puis comme n'importe quel adolescent là, qui a trop de cordes, là, je pense qu'on en Vous avez prenait un pris peu trop. avantage de ça un peu. On a pris avantage de ça. Il s'était ajusté un peu par après, mais il l'a pas eu facile, surtout la première année. La deuxième année, on était un petit peu plus compétitif. Ouais. Mais encore là, on s'est fait sortir en première ronde, je pense, les 2 ans. Là, je me souviens pas. On a failli causer la surprise. Ma première année, on avait Josh Torgman dans les nets. Là, il a goulé un petit peu à Phoenix dans les nationales. Ouais. On a failli sortir Moncton là, en première ronde. C'était allé en 7, je pense, cette série-là. Hein? Ouais. Puis c'était allé en 7. C'était allé en 7. C'est une bonne série. Torge avait gaulé sa tête, là, c'est sûr certain. Il était beaucoup plus fort que nous autres. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. En gros, ça a été des belles années. À 18 ans, je pense que j'avais fini deuxième pointeur. Puis je pense que j'avais 43 points. Là, on était pas fort. Là. Ouais. Puis là, mon année à 19 ans, là, c'est là que j'ai vraiment j'ai eu mon éclosion un petit peu plus offensivement. Ouais, c'est ça. Je voyais ça. Tu as eu 29 buts puis tout ça, mais encore là, tu dis que c'était des années tough à Victo. À 20 ans, c'est là que tu te fais échanger à Chicoutimi là, au début, au mois de novembre, au début de l'année, là, je pense. Plus à Début de Noël. l'année, j'avais joué 8 games. J'avais joué 8 games dans l'année. OK. Il y avait eu un changement. Dans le fond, à 19 ans, je pense au fait, on a eu un nouveau directeur général qui était Jérôme Maisonero qui il est arrivé en place. Ouais. Puis là, on a fini l'année. Moi, je pense que je m'étais fait prendre à sauter des couvre-feux avec une coupe de gars. Fait que j'étais assistant dans ce temps-là. J'avais perdu ma lettre. Il me l'avait redonné. Il me l'avait redonné à cause que Steph, j'ai une très bonne relation avec Steph. Il me l'a redonné juste avant les playoffs. Fait que, tu sais, avec Jérôme, on avait une relation qui avait été un peu égratignée là, avec tout Ouais. ça. Puis là, cet été-là, à 19 ans, j'étais allé au camp de développement du Lightning de Tampa Bay. J'étais revenu au camp Victo à 20 ans. Puis là, c'est là que ça a déraillé un petit peu. Là. Il avait amené Morton Madsen, un Européen. Là, il m'avait mis sa deuxième ligne avec 2 jeunes. Fait que là, c'est sûr que la relation était plus tough. C'était Martin Bernard qui était là comme entraîneur. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je voyais mes responsabilités diminuer quand j'étais premier pointeur l'année d'avant. J'arrivais d'un camp Ligue nationale. Tu sais, moi, je pensais arriver à avoir une grosse saison à 20 ans. Là, ça a été tough le début. Puis après ça, ben là, on a décidé que on allait faire des chemins différents. Fait que Jérôme, il m'avait changé à Chicout. Ouais, c'est ça. Mais Jérôme, il arrivait de Chicout, je pense qu'il était head scout pour Chicout, fait que ça faisait du sens un peu, mais tu as mentionné ton camp à Tampa, justement. Je pense que c'était Torts qui était là. Ça t'a-tu donné un choc de faire, avant ton année 20 ans, faire OK, là, j'ai un step à faire pour passer à l'autre niveau, puis ça t'a-tu aidé à te motiver pour ton année 20 ans? Comment c'était ton camp, là, un peu? Ben, tu sais, en fait, cet été-là, c'est la première été que je me suis entraîné de ma vie, là, parce que je me souviens, mon agent m'avait dit que si je m'en allais pas dans le gym, là, je ne survivrais pas à un camp de la Ligue nationale. Mm-hmm. J'étais allé m'entraîner avec Pierre Allard sur la Rive-Sud, là, avec Chris Letang, Max Talbot, Bruno Gervais. C'est sûr que, encore là, si tu m'avais connu dans ce temps-là, pour moi, tout était le fun. Là. Fait que même quand j'arrivais dans le gym, c'était le fun. Puis quand des fois c'était le temps d'avoir moins de fun, c'était encore le fun. Ouais. Fait que c'est sûr que j'étais arrivé au camp, moi je pensais que j'étais dans une forme incroyable. Puis finalement, quand j'ai vu les gars là-bas, je me suis dit ouais, je suis peut-être pas si en forme que ça. Physiquement, j'étais pas gros. Fait que c'est sûr que
le camp était très tough, c'était dur physiquement. Là, on avait 1 heure et demie de gym, on embarquait sur la glace pendant, je pense, une autre 1 heure et demie. Après ça, on avait un petit break, on avait un lunch, on avait un match inter-équipe. Puis là, c'était une journée après l'autre. Fait que physiquement, ça a été tough. Et j'étais arrivé le deuxième jour, j'avais mal partout déjà, tous les trainings. Ouais. Fait que, ça a été tough. Quand je suis arrivé dans ma rencontre à la fin, c'était Jay Feaser, je pense qu'il était le directeur général. Fait que là, j'étais assis à la table, puis les autres, ils me disent, bah, il y a des shifts de l'air d'un gars national, puis il y a des shifts de vraiment l'air d'un junior, Puis moi, ben, avec le niveau de maturité que j'avais, en sortant de là, tout ce que je me rappelais, c'est que les chiffres, j'avais l'air d'un gars de Ligue nationale. Fait qu'au lieu de le prendre du bon côté, puis de me dire, bon, ben, voici ce que je dois corriger, moi, je suis sorti de là, puis ça va bien, là. Ah. C'est bon, mais là, tu as eu la chance d'aller d'une bonne organisation à 20 ans, là, avec un coach qui était dur encore une fois, mais tu as eu la chance de jouer avec David Dernay à 20 ans. Comment ça a été ton expérience à Chicoutimi, puis comment ça t'a aidé pour ton passage pro? Ça a été une belle expérience. Richard, quand je suis arrivé, Richard m'a dit mes 4 vérités, là, fait qu'il s'est pas gêné dans mon premier meeting avec, avant que je mette les pieds sur la glace. Je pense que ça a duré 5 minutes, puis c'était un monologue. OK. Quand je suis sorti de là, je me souviens, j'ai fait de la pratique. J'ai appelé mon père, j'ai dit, d'après moi, dans 2 semaines, je suis revenu à la maison. Je me demandais pourquoi il était venu me chercher. Ouais. Puis, finalement, écoute, ça a super bien été, là. J'ai joué avec Dave. C'est quand même facile de jouer avec Dave, là. Ouais. Quand t'as le moindrement une touche de marqueur, tu t'as un instinct, t'as un certain IQ. C'est un passeur incroyable, là, un des meilleurs avec qui j'ai joué, puis un des meilleurs que j'ai vu évoluer. Ouais. Fait qu'on on a eu une bonne saison. J'étais déchiré un ligament dans les genoux, j'avais manqué 2 mois. Fait que ça, c'est sûr, au niveau statistique, ça a fait mal parce que c'est sûr que c'est une saison que j'aurais scoré probablement 50 buts, au-dessus de 100 points. Ouais. C'est sûr que ça aurait été bon de ce côté-là, mais en fait, pour moi, ça a été une super bonne année. Richard était très, très tough avec moi. Dave était bon parce que Dave avait connu ça aussi. Ouais. Dave avait l'expérience. Fait il était là pour me ramasser avec la petite pelle quand c'était le temps, puis me remettre à la bonne place. Mais sérieusement, au niveau où j'étais, j'avais besoin d'un coach comme Richard pour me brasser, pour être tough avec moi, pour continuer à bâtir mon caractère. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis de jouer professionnel puis d'avoir un certain succès, parce que sinon, ça aurait été probablement plus difficile. Oui, mais justement, ton passage professionnel, ta première année, t'avais-tu commencé à Providence ou bien t'as commencé à Johnstown? Non, je suis allé au camp à Providence, dans les américaines. Encore là, je suis arrivé, pas d'attente. Je pensais arriver là, m'en aller là 3-4 jours, puis redescendre. Ça a super bien été. Écoute, je pense que j'avais 4 points en 3 matchs. Je jouais avec Vladimir Sobotka, qui a joué longtemps en Ligue nationale. Mm-hmm. Puis j'ai un super bon camp et j'étais là jusqu'à la fin. Je pensais, quand je suis arrivé dans le bureau du coach, je pensais signer un contrat. En fait, les gars me disaient que tu vas rester, c'est sûr. Ouais. J'étais arrivé là-bas, finalement, j'étais le seul invité qui était encore là. Boston a signé Glenn Metropolite, qui a joué à Montréal un peu. Fait que Boston ont décidé de descendre Nokalainen, un autre qui a joué à Montréal un peu. Fait que là, c'est l'effet domino. Fait que là, c'est moi qui ai redescendu. C'est là que j'étais allé à Johnstown. Eux autres, ils m'ont suggéré d'aller là parce qu'il y avait comme une entente verbale avec eux autres. Ouais. Puis ils m'ont dit là, qu'ils allaient me rappeler aussitôt qu'il allait avoir un blessé ces 3 premiers trios. Fait que j'étais allé à Johnstown, j'ai commencé là. Okay. Et, ça allait bien. Là, j'avais une grosse saison, j'avais au-dessus d'un point par match. J'étais dans mon match des étoiles. Ouais. Puis à un moment donné, Providence a eu une blessure, puis ils m'ont rappelé. Fait que là, j'ai passé du temps là-bas. OK. Mais à Johnstown, parle-nous-en donc, parce que, tu sais, il y a gros des gars qui ont passé là et qui n'ont pas nécessairement aimé, mais je pense que tu n'étais pas commandité, toi, par une compagnie de bière ou quoi de même. J'étais commandité par Rolling Rock, une compagnie de bière. Le coach m'avait demandé de rentrer dans son bureau, puis il m'avait dit, tu veux-tu porter le numéro 33? Moi, je suis parti à arrêt, tu sais, dans mon temps, Patrick Roy, c'était mon joueur préféré, là, quand j'étais jeune. J'ai dit, t'es un malade, je mets pas un numéro de goaler. Fait que là, il me dit, écoute, il dit, si tu prends le 33, il dit, tu vas avoir une patch Rolling Rock
dans le dos en bas de ton chandail. Puis il dit à chaque fois que tu scores, c'est une promotion. Quand tu scores à domicile, la bière tombe à 50% off. Pour les On a fans. besoin d'un. Hein? Pour les fans ou pour toi? Pour les fans. OK. Fait que là, ils disent, on a besoin d'un scoreur qui porte ça. Fait que c'est bien beau, mais moi, ça me donne quoi? Puis le gars, finalement, le gars de Rolling Rock, il dit, bon, on va te donner des caisses de bière. OK. Vraiment, c'était une caisse par semaine, je me souviens pas. Là, il m'amenait des caisses. Puis, Ouais. fait que j'ai dit, bon, c'est parfait. On va le porter. C'était écœurant, pareil. C'était écœurant. Ouais. Les fans, ils devaient t'aimer justement à cause de ça. Le monde cheerait plus pour toi parce qu'ils savaient que si tu scorais, les bières tombaient à 50% ou? Écoute, je sais pas, là, c'est une bonne question. Ça fait longtemps et on n'avait pas un gros base fan. Là, on a eu la seule game ça a été remplie, c'est quand les frères Hanson sont venus. Là. Ah ouais, compte-moi donc ça. Ouais, les frères Hanson sont venus, je pense que c'est la game avant Noël. On jouait contre Cincinnati, justement, contre Desharnais, Daou, là, Beauregard, même les Québécois l'autre bord. Ouais. Puis là, les trois frères s'habillent dans la chambre avec nous autres. Puis là, ils se mettent du foil, puis là, ils font 2-3 speeches. Puis après ça, c'est comme organisé, là, c'est un faux arbitre qui est là. Cédric Desjardins, qui était goaler à Cincinnati, je pense qu'il était au courant. Okay. Ils sont présentés sur le starting five. Les autres, c'est 3 attaquants, sont présentés. Puis là, c'est plein, puis la foule est en délire. Là. Puis nous autres, d'habitude, c'est la moitié, le 3/4 vide. Ouais. Fait que là, moi, je suis dedans, puis là, tout le long, là, je suis crampé. Fait que là, ils font un genre de show, ils partent, ils s'en vont faire tomber Desjardins, ils narguent le banc à l'autre bord, là, la foule est en délai. Ça doit durer 3-4 minutes. Ils font l'hymne national, puis ils s'en vont. OK. Et là, la game à part, puis moi, je riais, puis je me souviens, le coach, il me disait, tu sais, Imbi, stay focus. Stay focus. Tu me niaises-tu, stay focus. Qu'est-ce que vous venez de nous faire là? Tu vas pas la même affaire que moi en ce moment, là. J'ai l'impression de jouer dans une ligue de garage. Fait que finalement, on a joué à la game, puis je pense qu'on a mangé une tape, là. Fait que c'est la seule game que c'était sold out. Mais non, ça a été une belle expérience. On a une couple de Québécois. On avait une maison pour nous autres. On était 4 Québécois qui étaient là. Il n'y avait rien à faire dans la ville. Ouais. Je pense qu'il y avait un pub qu'on allait tout le temps. Il n'y avait rien à faire, mais on avait une bonne gang de gars. On a trouvé le moyen d'avoir du fun quand même. Ouais, cool. Puis là, tu étais agent libre après cette année-là. Dans le fond, tu pouvais t'en aller n'importe où. Qu'est-ce qui t'a amené à Alaska? Ouais, en fait, je voulais pas retourner à Johnstown. Je pensais quand même signer un contrat. Je pensais signer à Providence. Là. Je pense que j'avais 7 points en 12 matchs là-bas à jouer sur la 3e ligne. Ouais. Je vois bien quand j'étais habillé. Il y avait des gros noms à Providence aussi. Là, Nate Thompson, Krejci. Je sais pas s'il était là quand tu as joué. Là, Krejci était là au début. Hendricks. Hendricks, Tukaras, c'était le gardien. Adam McQuaid, qui jouait. Je pense qu'ils sont 7 qui ont gagné, la coupe là, pas longtemps après. Il était premier dans la ligue, là, c'est une grosse équipe. Puis je pensais signer là l'année d'après, finalement ils m'ont pas signé. C'est là que j'ai été invité au camp des recrues à Saint-Louis avec les Blues. J'étais allé au camp des recrues c'est l'année avec TJ Oshie, Berglund, Pietrangelo, Jake Allen. J'étais allé au camp des recrues, je jouais avec Ryan Reeves à la 4. Il m'avait amené là pour brasser un peu. Puis, j'ai fait le camp là, je suis allé à Peoria au camp de la ligne américaine, ça a bien été aussi, mais le coach m'a dit qu'il n'y avait pas de place en avant, qu'il y avait des places en arrière. Fait que là, c'est là que j'ai décidé d'aller en Alaska. Ouais. Ça a été, j'étais là au total, là, parce que je suis revenu plus tard. Là. Ouais. Au total, je pense que j'étais là 2 ans et demi. C'est la plage, j'ai resté le plus longtemps. Là, j'ai adoré ça, c'était incroyable comme expérience. Ouais, mais c'est ça, justement, ça doit être dépaysant d'être là parce que c'est quasiment, tu sais, c'est même pas, c'est pas les États-Unis, là, c'est comme un autre pays, là, un peu. C'était comment, justement, le lifestyle là-bas? Écoute, quand t'arrives là, c'est vieux. C'est vieux, c'est très, très, c'est grisâtre un peu. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Je pense qu'il y a du soleil 3-4 heures par jour. Ça, c'est les journées que le soleil se présente. Ouais. Il y a des montagnes, il fait froid, il y a de la neige. T'as de l'air isolé d'un peu de tout. Mais moi, c'est incroyable là, la façon dont on était traité. On était mieux traité là que dans la ligne américaine. OK. Les propriétaires étaient incroyables.
la foule, c'était quasiment sold out à toutes les soirs. Je pense que c'était avec proche 6 000 personnes au match. Ouais. On avait une très, très bonne équipe. T'sais, les voyages en avion, les soupers payés sur la route, dans les restaurants, les steakhouse. Sérieusement, ça a vraiment été une belle expérience. On avait beaucoup de vétérans. Moi, j'étais jeune, là. Mm-hmm. Très jeune dans l'équipe, mais les gars m'ont pris sur leur aile. J'ai eu du très, très, très bon temps. OK. Puis là, c'est ça t'a amené à être là une deuxième année de suite. Je pense que tu as juste fait la moitié de la saison, puis c'est là que tu as fait le saut finalement. Tu as été en Europe pour la première fois. Raconte-moi comment ça s'est passé un peu. Ouais, écoute, on était dans un voyage en Californie. Je pense que c'est un voyage de 2 semaines. J'avais un petit sac avec du linge. À un moment donné, j'avais plus le même agent. J'ai reçu un appel. Ils m'ont fait un offre. Ils m'ont dit, bon, c'est un offre à Prague, en République tchèque, en première division. C'est une excellente ligue. Ouais. Ils m'ont dit, bon, si tu vas là et ça va bien, on peut te signer là. Les salaires étaient très élevés. Je pense, j'ai 23 ans. C'était jeune, là. C'était jeune pour partir, là. J'étais encore des premiers marqueurs de la ligue dans l'East Coast. J'avais joué à la Ligue américaine un peu les 2 années d'avant. Mais je sais pas pourquoi. C'est de la façon où je suis, là. C'est un coup de tête, là. J'ai dit, c'est à Prague, l'argent est bon. Let's go, on part. Fait que j'ai décidé de partir. Finalement, je suis parti de Californie avec mon petit sac jusqu'à Prague. Ouais. Mon roommate, Derek Martin, m'avait shippé le reste du stock plus tard. J'étais arrivé là-bas, c'était 2 vols, ça a été long. J'étais arrivé le soir, c'était un vieux Tchèque qui est venu me chercher qui parlait pas anglais. Il m'a amené à l'aréna, il y avait un match ce soir-là. J'étais arrivé dans le O2 Arena à Prague, il y a 16 000 personnes. Là, j'ai vu c'était quoi un petit peu le calibre, la ligue, les fans, pis tout. Là, j'ai dit, OK, là, ça joue du hockey, là, je suis mieux d'être prêt. Il y avait Peter Nedved, Dominique Hachek était là encore, OK. Martin Ruzinski, puis Martin Straka. Il y avait beaucoup de joueurs qui avaient joué à la nationale longtemps, qui étaient encore bons, mais qui étaient en fin de carrière, qui étaient là. Fait que c'est ça, je suis arrivé là-bas, puis finalement, ça a été des vacances payées, ben, j'ai pas bien joué. Mais justement, tu sais, quand tu vois ça, tous ces gars-là, là, c'est quasiment comme si, tu sais, toi, c'était tous des idoles, pas des idoles nécessairement, mais tous des bons joueurs dans la Ligue nationale. Toi, as-tu l'impression de faire, hey, c'est un esti step, là, quand je vais embarquer sur la glace avec ces gars-là, ou ben tu l'as vu comme un défi un petit peu, t'étais-tu vraiment stressé quand tu t'es embarqué? Bon, en fait, je n'étais pas stressé, je te dirais que j'étais pas stressé, je te dirais que j'étais très, très inconfortable les premières semaines. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui parlaient anglais, les coachs ne parlaient pas anglais. Il y avait 2 autres importés. En fait, c'est ça qui est arrivé, c'est que quand je suis arrivé là-bas, moi, je pensais jouer sur le deuxième trio comme deuxième centre. Finalement, il avait signé un autre joueur en même temps. OK. Noah Clark, là, qui avait joué dans la nationale un petit peu, un vétéran. Ouais. Fait que finalement, j'étais comme là, si jamais il y avait des blessés, là. Un petit peu plus. Puis j'ai presque pas joué. L'autre chose que j'avais pas regardé, c'est qu'on a joué 2 matchs, puis après ça, on tombait dans le break olympique pendant 1 mois et demi. Fait que, fait que j'étais arrivé là, j'ai joué 2 matchs, j'ai quasiment pas joué. Après ça, on a tombé off. Nous autres, on avait 3 semaines off, je pense, je me souviens bien. J'étais allé en Suède voir Ben Doucet. Ouais. J'étais allé avoir du fun en Suède un peu. Ouais. Je suis revenu, après ça, on pratiquait, tu sais, fait que c'est... Puis là, j'ai rencontré Prague, fait que... Ouais. Je sais pas si je pense que t'es déjà allé, là, fait que c'est assez facile de perdre le nord à Prague, là, surtout quand tu joues pas beaucoup, là. Ouais. C'est ça qui est arrivé, là. J'étais allé me promener tout seul un soir, là, dans le centre-ville, puis là, j'ai vu Bar Crawl, là, une couple de pancartes, là, puis ça parlait en anglais, fait que je me suis présenté là, puis c'était du monde universitaire, c'était beaucoup de personnes des States qui étudiaient là-bas, puis Ouais. c'était leur job. Finalement, ils m'ont expliqué c'était quoi un bar crawl. Ouais. Fait que je l'ai fait jusqu'aux petites heures du matin, puis j'y ai pris goût, fait que j'y allais souvent, mettons. OK. Puis là, c'est ça, mais le calibre, ça ressemblait à quoi, la République tchèque? On n'entend pas souvent parler.
sais, comment que tu décrirais leur style de jeu? Tu disais que c'était une bonne ligue tantôt, là, c'était comment? Ouais, c'est une bonne ligue. C'est une ligue qui est dure à jouer. C'est quand même assez fermé, là. C'est pas une ligue, en tout cas, dans les années, l'année que j'étais là, c'est sûrement comme ça encore, mais c'était pas une ligue très, très offensive, là. T'avais pas beaucoup de joueurs qui avaient plus qu'un point par match. T'avais Chervenka qui était au championnat mondial cette année, là, Ouais. qui était notre meilleur joueur, qui a joué dans la Ligue nationale par après. Lui, il y en avait une coupe, mais le reste, c'était difficile de faire les stats, ça accrochait, c'était tough. C'était tough, puis l'autre chose, c'est que toutes les glaces sont différentes. Fait que nous autres, on avait une glace de la Ligue nationale, grandeur de la Ligue nationale. Ouais. T'arrivais dans une autre ville, la glace était encore plus petite. La game d'après, c'était un terrain de football. Fait que Ah ouais, hein? c'était dur de s'ajuster, mais quand je dis s'ajuster, là, je te parle de mes coéquipiers, là, parce que moi, Ouais. moi, je prenais une coupe de gorgée d'eau sur le banc et j'encourageais les boys, là, mais c'était spécial comme ligue. Mais justement, les fans, puis tout, c'était comment le. Tu sais, toi, c'était nouveau l'Europe pour toi, là. C'est quoi que t'as vu qui était différent? Puis tu parlais d'aréna qui était des petites villes là, que tu voyais. Y a-tu des affaires fucked up que t'as vu un peu en République tchèque quand t'étais là? Ouais, les fans aussi, c'était différent. Nous autres, à Prague, tu sais, t'avais les bancs, tous les bancs sur le côté, le monde était assis, puis les bancs en arrière des filets, là, tout le monde était debout, tout le monde chantait, il y avait des pancartes. Euh, Puis quand on arrivait sur la route, là, c'était tout différent. Je me souviens, je pense que c'est la deuxième game, on a joué contre Dominique Hachek, on est arrivé là-bas. Puis quand je suis rentré dans le warm-up, c'était plein, je pense qu'il y avait 7-8 000 déjà. Puis OK. là, ça sautait partout, puis la fanfare, puis pendant le warm-up, là. Fait que là, tu connais mon niveau de concentration, fait que quand j'ai pris 2-3 shots, puis le reste du warm-up, je regardais Dominique Hachek l'autre bord, puis je regardais la fanfare. Fait que Hein? c'est impressionnant parce que j'étais pas habitué j'étais pas habitué de voir ça. D'habitude, en Amérique du Nord, il n'y a pas grand monde dans le warm-up. Ah non, c'est clair, c'est clair. Puis, fait que là, tu sais, t'as-tu quand même été payé quand t'étais là-bas ou ben t'as été maltraité? C'est-tu juste que tu jouais Non, pas, ils non, t'ont quand même bien traité? j'étais bien traité. C'est une bonne organisation quand même. J'ai été payé mon salaire là, dans la saison qui m'avait, tu sais, le salaire que j'avais signé sur mon contrat. Ouais. La seule affaire que j'ai pas reçue, c'est les bonus de playoff, mais je jouais pas. Fait que, Non, c'est ça. c'était dur de rentrer dans le bureau et dire hey, buddy, tu me dois de l'argent, là. J'ai pris ce qu'ils m'ont payé, j'ai été grassement payé pour le nombre de chiffres que j'ai joué. Ouais. Puis je suis reparti avec le sourire. OK. Puis là, c'est ça, là, tu décides de revenir en Amérique du Nord. Là, je pense que c'est l'année qu'on a joué ensemble en Floride. Là, je t'ai lâché un petit coup de fil. Je savais que tu étais un gars qui avait eu des stats dans la course. Moi, c'était ma première année complète dans la course. Je pense on a joué ensemble en Floride. Parle-moi donc un peu de ça, de Greg Post, ton ami Post qui t'a coaché. Là. C'était comment, justement, d'avoir un coach qui était en Europe, qui arrivait de l'Europe. C'était sa première année en Amérique un peu. Là. Comment ça a été cette Ouais. saison-là? Ben, écoute, ça a été, en général, ça a été une excellente saison. Là. Tu sais, là, on avait une bonne équipe. On avait une bonne gang de gars. Je pense qu'on était 7-8 Québécois. Ouais. On habitait ensemble. On a eu beaucoup de fun. On a eu beaucoup de fun. J'ai pas visité le gym souvent, mais j'étais ranké numéro 1 au ping-pong. Puis, puis non, c'est ça, ça a été bon. Écoute, toutes les passes qu'ils me donnaient dans l'enclave, les buts faciles que je marquais, les stats étaient là. Puis parce que les stats étaient là, tu sais, Greg ne pouvait pas dire grand-chose. Là. C'est sûr que Greg il était il était sur moi un peu pour que j'aille dans le gym. Ouais. J'étais un gars qui allait pas vraiment dans le gym. Fait que j'y allais pour jouer au ping-pong, mais je kiffais un peu les Ouais. poids et haltères. Mais ça a été une bonne saison jusqu'à temps que tout le monde se fasse caller up. Là, tu sais, quand on était ensemble Ouais. au Connecticut, là, quand moi je suis revenu, tu sais, la plupart des gars, les gros joueurs étaient callés up. Fait que ça a été une fin de saison plus tough un peu. Ouais. Greg avait essayé de changer le système de jeu, commencer à instaurer une trappe. Moins ta game un peu. Moins ma game, puis tu me connais, fait que j'ai dit un peu que j'aimais pas ça jouer à la trappe, puis ça n'a pas passé. Ouais. Ça n'a pas passé. Fait que tu sais, ça, c'est des choses qu'à 24 ans, c'est des choses que tu fais à 24 ans, que rendu à 30 ans, tu te dis ouais, c'est un manque de maturité, puis revenir en arrière, j'aurais fait de la bonne façon, puis j'aurais pris le challenge, puis
Ouais, c'est clair. J'aurais mieux performé, là. Ouais. Mais, c'est un peu ça, mais ça a été une super bonne année en général. Ouais. Mais pour que le monde comprenne comment c'est une passion, les gars qui font ça, là, explique un petit peu, tu sais, justement, quand on avait eu le call-up à Hartford, Connecticut, puis qu'on jouait à Charlotte, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait un petit peu notre équipe de la Floride, là, je sais pas si tu t'en rappelles, là, quand on est allé jouer à Soco, à South Carolina, là, explique un petit peu le processus là-dedans, je sais pas si tu t'en rappelles. Là. Ouais, je vois, écoute, tu me corrigeras là, si je me trompe, là, mais on venait de jouer 2 games à Charlotte dans la Ligue américaine. Puis là, après ça, le coach est venu nous voir dans la chambre après la game, puis il nous a dit, il dit, vous allez redescendre dans la cause, aller jouer à South Carolina. Ouais. Puis là, il fallait se louer un auto le lendemain matin. Écoute, je pense que c'était à quoi, 6 heures le matin, il fallait partir. Là. Ouais. Fallait partir bien de bonne heure. Fallait louer un char. Fallait partir jusqu'à South Carolina, jouer la game. Si je me trompe pas, c'était à 4 heures. Ouais. Game Puis après ça, on revenait flyait avec pour le aller char. rejoindre l'équipe à Hartford. C'est ça, on revenait avec le char, puis on reflyait pour retourner à Hartford. Ouais. Puis là, je m'en souviens, on était ensemble à l'hôtel à Charlotte. Puis Charlotte, ça brasse pas mal. Ouais. L'hôtel est collé sur plein de bars. Puis, mais je pense que c'était un party d'équipe, justement. Il y avait un gros break à Hartford. Fait qu'eux autres, ils avaient planifié une soirée, je sais pas si c'était des recrues ou de quoi de même, après leur game à Charlotte. Fait que nous autres, on était contents. Puis justement, en étant contents dans la chambre, le coach nous dit ouais, demain matin, les boys, à 6 heures, vous avez 4 heures de char à faire pour aller jouer une game. Fait que... Ouais, fait que c'est ça. Fait que finalement, on s'est parlé dans la chambre. On a décidé. Puis Greg nous avait appelé. Greg Post nous avait appelé justement pour qu'on fasse pas de niaiserie et qu'on soit en forme le lendemain. Finalement, on a décidé d'aller veiller avec les boys. Puis si je me souviens, je pense que j'avais même pas dormi. Là. On avait dormi 1 heure ou 2. Ouais. En tout cas, puis la raid de char était longue. On est arrivé à la game. Puis tu sais, c'est ça qui est spécial un peu, c'est quand tu descends de la Ligue américaine dans East Coast, la première game tu descends, t'as l'impression que ça va au ralenti. Ouais. Fait que je pense qu'en général, on a quand même joué une bonne game parce qu'on a l'impression que ça allait au ralenti. Je pense qu'on avait fait un turnover, par exemple, sur le but gagnant de l'autre équipe. Là. Je pense que c'est toi qui l'avais fait même. Ah ouais, merci c'est de me moi le ou toi, rappeler. là, je me Je me rappelle encore. Pasteur molle. C'était moi. C'est ça, petite passe molle a été coupée, puis on n'avait plus de jambes pour revenir, mais ouais. C'est ça, fait qu'on est revenu, fait que, après ça, on avait flyé à Hartford pour aller rejoindre l'équipe. Fait que, ouais. C'est ça. Fait que, puis tu sais, Hartford, ben c'est ça, c'était le même principe. On avait joué ensemble sur la 3e ligne, la première game à Portland. Je pense qu'on avait été le meilleur trio. Cette game-là, le coach, il vient de voir. J'ai adoré votre game. Là. On avait juste pas scoré. On avait juste pas scoré. Juste pas scoré, c'est ça. Je pense que toi, tu avais eu 5-6 chances de qualité. Ben, là, le problème, c'est que c'est moi qui ai eu les chances, puis c'est pas toi. Sinon, on aurait été correct. On avait inversé les rôles, là, parce que c'est ça, tu me laissais aller chercher les pucks d'un coin. Fait que ouais. c'est ça qui j'avais arrive plus peur un peu dans la Ligue américaine, ça allait plus vite. Fait que, puis la game d'après, moi, j'étais rendu à 4. Ouais. Fait que, puis là, je jouais pas, puis je m'en souviens, là, je pense que c'est Jean-Jacques Daigneault là, qui était venu me voir après une game, là, mais là, tu devrais aller faire du basic, montrer que j'en fais pas en temps normal, là, fait que... Je vais aller sur le basic, puis c'est ça, j'étais allé voir le GM d'Hartford après la 4e game, je pense. Ouais. Puis là, j'avais dit que je m'ennuyais du soleil de la Floride, puis pas si t'en souviens, le spring break arrivait, là, fait que j'avais décidé de retourner en Floride, passer du bon temps et finir la saison. Là, c'est moi qui étais à Hartford, puis que là, les jeunes du collège, les signatures, ils arrivaient toutes. C'était moi qui jouais plus, puis toi, tu m'envoyais des photos sur la beach en petite gougoune. C'est ça. Ouais. Puis là, tu as décidé, après cette année-là, finalement, de refaire le saut, mais pour une année complète. Là, c'est là que tu étais allé à Stavanger en Norvège. Comment ça a été, ça, justement? Puis c'était ta première année que tu décidais vraiment, je commence la saison-là, je pense. Non, j'ai pas commencé là. Je suis revenu au Québec. En début de saison. Ah ouais, t'as joué Simcoe. Au Québec, j'ai joué à Jonquière un peu dans la Ligue nord-américaine. Ouais. Je savais pas trop si je voulais continuer. Fait que j'étais revenu. Finalement, je jouais en Ligue nord-américaine, mais tu sais, là, j'avais une routine là, que j'embarquais, je pense que c'était à Georges Vanier, là, je faisais des pratiques sur la glace là-bas. Je jouais les fins de semaine, j'étais bien payé, mais là, je sortais toutes les fins de semaine. Fait que
J'étais pris dans l'engrenage un peu. J'ai eu un offre en Norvège. Une bonne offre. J'avais 25 ans. J'ai dit, je vais y aller. Tu sais, c'est une bonne équipe. Ouais. Finalement, ça a été la meilleure décision. Là, on a gagné le championnat là-bas. On avait une équipe incroyable. Tellement une belle place pour vivre en Norvège. Le monde sont incroyables. Ouais. Ça a vraiment été une belle expérience. Fait que, j'ai vraiment pas regretté mon choix là, de m'en aller là-bas. Ben là, justement, quand tu es arrivé là-bas en Norvège, là, c'était quoi qui était vraiment différent? Ben, tu jouais, là, fait que c'était sûr que c'était un gros plus là, versus en République tchèque, mais c'est quoi qui avait de différent en Norvège? Puis, ça a été quoi ta première impression quand tu es arrivé là? Ouais, c'est sûr que le calibre de jeu est moins fort qu'en République tchèque en première division. Là. Ça, c'est sûr et Ouais. certain. En général, la ligue est beaucoup plus jeune. Mais tu sais, ça reste une ligue qui est rapide, qui a beaucoup d'habileté. Nous autres, l'année que j'étais là, nous, on avait 6 importés. On était 3 Canadiens, 3 Américains. On était très, très fort. On avait 3 lignes qui pouvaient être des premiers trios là, dans bien des équipes. Mhm. Puis la ligue est un petit peu débalancée. Là. Il y avait peut-être 5-6 bonnes équipes, puis après ça, là, peut-être 5 bonnes équipes, puis les 5 autres après, là, il y avait quand même une bonne marge entre les deux. Mhm. Fait que c'est sûr que c'était différent. Quand on est arrivé dans les playoffs, là, la première ronde a été facile. Après ça, ça a été plus tough. Ça a été des bonnes séries. Là, le niveau de jeu a augmenté. Puis ce qui est surprenant en Norvège, c'est qu'en saison, ça frappait pas beaucoup. Puis quand on est arrivé en playoff, la game a complètement changé. Là. Tout le monde finissait en échec. C'était beaucoup plus physique. Ça ressemblait un petit peu plus au style nord-américain en série qu'en saison, ou en saison, c'était beaucoup plus axé sur la vitesse ou sur les skills. Ouais, mais je pense que Stavanger, ils ont un arena style Ligue américaine un petit peu. Là, il y a une grosseur de glace qui n'est pas olympique là-bas. Penses-tu que ça faisait en sorte que les games étaient plus physiques un petit peu? Ou... Ben, en fait, non. En fait, moi, l'année que j'étais là, l'aréna n'était pas fini d'être bâtie. OK. Fait que la nouvelle aréna a été bâtie, je pense, 1 an ou 2 après. Fait que nous autres, on avait une glace régulière, mais encore là, c'est la même chose qu'en République tchèque. C'est pas toutes les glaces qui sont... si je me trompe pas, là, il me semble qu'il y a une coupe de glaces qui sont plus petites. Mais la plupart sont olympiques. C'est sûr que c'était plus physique, mais ça reste que c'est pas une game de play-off de la Ligue américaine ou de la East Coast, dans le sens où sur une plus petite glace, t'as un petit peu moins de temps et d'espace, c'est encore plus physique. Mais c'était quand même... ça ressemblait un petit peu plus au jeu qu'on joue ici. OK. Puis le lifestyle là-bas à Stavanger, parce que c'est une équipe qui est reculée, là, qu'il n'y a pas d'autres équipes proches. C'était comment? Ça ressemblait-tu un peu au lifestyle en Alaska, un petit peu, ou c'était-tu comparable? C'était quoi qu'il y avait de spécial? Un petit peu, là, c'est une ville qui est... c'est une ville universitaire, collégiale. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent là. C'est sur le bord de l'eau. C'est super beau. C'est quand même une ville de party aussi. Là. On a eu beaucoup de fun là-bas aussi. Ouais. Les fans sont incroyables. C'était sold out de tous les matchs. Quand on sortait, là, aussitôt que le monde savait dans le bar qu'on jouait pour l'équipe, ils venaient de payer des verres, ils venaient passer la soirée avec nous autres. J'ai eu bien du fun là-bas aussi, autant sur la glace qu'en dehors. Ouais. La seule différence, c'est que là, je performais sur la glace aussi. Ouais. Même si le coach, quand on a gagné le championnat, on était sur le party pendant une semaine, là, puis à un moment donné, je me suis retrouvé avec le coach au bar, puis le coach, en buvant son whisky sec, il était en train de m'expliquer que les 3 premières semaines, il voulait me mettre dehors parce qu'il me trouvait trop out of shape. Ouais. Ouais, puis là, il m'a dit, je t'ai gardé parce que t'étais tellement intelligent, mais tu étais tellement pas en forme. Il dit, je voulais te mettre dehors. Et finalement, il a décidé de te garder, puis ça a été ma meilleure décision, mais j'arrivais de la Ligue nord-américaine, comme je te disais, je m'entraînais pas, j'étais pas en forme. Ça m'a pris 2-3 semaines là, pour reprendre le rythme un peu, puis après ça a bien été. Là. Puis le propriétaire là-bas, il avait bien de l'argent. On avait un thème dans les playoffs. Si on gagnait, il nous payait un voyage à Vegas. OK. On avait choisi Las Vegas, les boys. Là. Ouais. On avait un thème, là, Viva Las Vegas. On s'est fait faire des jackets. Nice. On avait notre tune d'après-match quand on gagnait. Puis finalement, il était supposé nous donner 50 000 pour voyager. Puis au souper, là, au banquet de fin d'année, le coach, il était chaud un peu. Il s'est mal écœuré. Il a rajouté un autre 10 000. OK. Finalement, on a eu 60 000. On a eu 60 000 pour partir, tous les boys. On est partis, je pense, 1 mois et demi après.
Moi, je suis parti de Montréal là, pour aller là, rejoindre les gars. On était 16-17. Fait que, billets d'avion payés, l'hôtel, un beach party, un pool party avec une cabana avec 5000 d'alcool, un autre party au Wynn, le bar Wynn, l'hôtel, avec les tables, 5000 d'alcool, un show du Cirque du Soleil. En tout cas, ça a été un voyage, le voyage d'une vie, là. Je vais t'épargner les détails, là, mais ça a été un 4 jours incroyable. Puis, je dirais que je l'ai vécu comme si c'était la dernière fois que j'allais à Vegas de ma vie. Ouais, mais c'était ton premier championnat aussi, là, que tu gagnais. Puis, le coach, était-tu un Norvégien? C'était comment la mentalité du coach là-bas? Là? C'était-tu un Nord-Américain? C'était un Norvégien, j'imagine? C'était un Norvégien. C'était sa mentalité. Nous autres, ce qui était le fun avec nous autres, c'est qu'il ne parlait pas anglais. Il était tellement mauvais en anglais qu'il ne nous parlait jamais. Fait que nous autres, on jouait, puis moi, je me souviens, il y a une game qui m'est rentré dedans, puis il était venu, puis il m'avait pogné par le collet, puis il m'avait dit you wake up, you sleeping. là, j'ai pas trop m'en réveiller. Fait que c'est la seule affaire. Sinon, il nous disait pas un mot, mais je pense que c'est les jeunes Norvégiens qui payaient le prix. Là, fait que, il ramassait solide, là, puis nous autres, les importés, on était tranquilles, on pouvait jouer notre game, puis tant que les résultats étaient là, qu'on performait, on était correct. Ben non, c'est clair. Puis, à part le party à Vegas, là, y avait-tu de quoi de spécial quand vous avez gagné le championnat que tu vois pas des championnats que tu gagnes en Amérique ou de quoi de même? Y avait-tu des affaires spéciales là-bas, justement, en Norvège, là, typique de la culture? Ouais, écoute, typique, je sais pas. Là, on l'a gagné sur la route. On avait 1000 personnes qui avaient fait le voyage pour venir voir la game. Je pense que c'était un aréna de 2500. Là. Fait que, on avait quasiment l'impression qu'on était quasiment à domicile. Ouais. Quand on a gagné, on voyageait en avion. Le voyage de retour en avion, il était incroyable. On était avec des spectateurs dans l'avion, on buvait de l'alcool, la musique. C'était comme un avion privé. Là. C'était juste du monde, soit de l'organisation, les joueurs, les coachs avec des partisans. Puis c'était une party dans l'avion. Quand on a atterri, il y a un boss qui nous attendait. Ils nous ont amenés dans un bar là, au centre-ville. Puis c'est un bar, je pense, c'est sur 2-3 étages. Là. Quand on est rentré là, il y avait la tune We Are the Champion qui est sorti, les confettis qui revolaient partout, puis le bar était plein. On était comme les kings. Là, mais on est rentré là avec notre casse en or. Là, ils te donnent un casse Reebok là, en or. Là, au lieu des casquettes, dans le fond, là-bas, c'est ça qui donne aux champions, un casse en or. Exact. Fait qu'on est rentré là avec notre casse, puis on a eu une soirée mémorable. Oh, cool. Là, c'est ça, tu sais, après ça, toi, c'est quoi qui est arrivé? Pourquoi tu n'es pas retourné à Stavanger? Tu voulais revenir au Québec, mais c'est quoi la raison? T'avais-tu des opportunités de retourner en Norvège? Ou? Non, en fait, on a gagné le championnat, là, l'été a commencé, puis tôt dans l'été, j'ai reçu un offre à Ljubljana, dans la Ligue d'Autriche. Okay. Puis là, vu qu'on m'a dit, c'est un meilleur stepping stone pour les grosses ligues, t'es mieux d'aller là. Là, j'ai dit, bon, je vais y aller, là, j'ai rien à perdre. Puis, je te cacherai pas que tu me connais un peu, là. Moi, j'ai toujours vécu au jour le jour. C'est peut-être un défaut, mais j'ai jamais eu d'objectif. Dans n'importe quelle ligue, j'ai jamais dit, je veux jouer à la Ligue nationale, je veux faire ci, je veux faire ça. Moi, je me lève le matin, puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puis comment on fait pour avoir du fun, puis c'est quoi les plans, tu sais. Fait que j'étais fait de même, fait que j'étais allé là-bas parce que l'offre faisait du sens, puis je me suis dit, regarde, ça va être une autre expérience, puis j'y vais. Mm-hmm. Puis ça a été spécial. J'étais arrivé là-bas, puis ça n'a pas viré comme je pensais. Fait que ça a été un séjour qui était très, très cool. Puis c'est ça, justement, c'est comment que ça se passe. Là. C'est quand que tu vois si tu dirais qu'en arrivant, que tu vois le déclic à faire « Oh, ça marchera pas » ou bien ça à force d'être au camp ou c'est qu'est-ce qui a fait que... c'était à force d'être au camp. Là, je suis arrivé là-bas. L'été, j'avais envoyé tout ce que j'avais besoin pour le stock de hockey, les bâtons, le ci, le ça. J'arrive là-bas, mon appart n'est pas prêt, j'ai pas de char. Là, je dormais sur le sofa d'un gars pendant 2 semaines. Je pense que Pat Coulomb m'avait signé là aussi, mais Pat n'était pas arrivé dans le début du camp. OK.
Pat n'était pas là, ça se peut être mon roommate. Fait que là, je dormais sur un sofa. J'arrive à l'aréna, j'ai pas de bâton. J'avais des bâtons différents. C'était pas ma curve, c'était pas. Au bout de la ligne, c'était un peu une catastrophe. Là, la manière c'était organisé pour moi, parce que t'as des gars qu'eux autres, je sais pas pourquoi, eux autres, leur affaire était prêt. Moi, il n'y avait rien de prêt. OK. Puis je suis arrivé là-bas, le coach, c'était un Finlandais. Je pense Frank Parry, là, qui est venu sur le podcast, il y a eu une couple de coachs finlandais que ça a été tough. Ouais. Ils ont des mentalités un petit peu différentes. Eux autres, c'est vraiment strict sur l'entraînement. Puis, écoute, le coach, il nous faisait courir dans les montagnes 7 les jours au début. Puis, lui, il nous attendait en bas, puis il fumait sa cigarette. Là. Tu sais, moi, tu sais, là, je cours pas. Là, fait que, je joue au hockey parce qu'on peut glisser. Là. Je joue pas au deck hockey. Appelle-moi pas pour jouer au deck. Là. Je viens pas jouer au deck. Ouais. Fait, là, on courait dans les montagnes, puis je m'en souviens, là, on disait au gars de la place, là, t'arrêtes de courir, il n'y a pas d'héros ici, on court tout le monde ensemble. Il n'y a pas personne qui finit premier puis dernier. On court tout le monde ensemble au rythme qu'on veut courir. Puis, fait que là, ça a commencé de même, les entraînements. Il me faisait faire des exercices avec des poids qui étaient à peine trop lourds pour moi. Puis là, il venait tout le temps à côté de moi. Puis, you must go lower, you must go lower. Puis là, c'est fatigant, mais je peux pas descendre plus bas. Il va me déchirer l'aine, il va me casser le dos. Fait que là, on s'ostinait beaucoup de même au début. T'sais, moi, sur la glace, j'étais en forme parce que j'avais touché à la glace pareil l'été. Puis les gars là-bas, c'était le contraire. Ils étaient vraiment en shape hors glace, puis la glace, c'était pour se remettre dedans. Mm-hmm. Fait que ça a commencé de même, puis le camp d'entraînement, écoute, je jouais avec Chris Dalvies, là, qui est un bon joueur aussi, puis j'avais un point par match dans le camp, puis ça allait quand même bien, puis mais tu sais, il y avait toujours des frictions un peu avec le coach, puis je me souviens, un moment donné, il arrive dans la chambre, puis il fallait parler du power play, puis il pointe des gars, puis il dit « Toi, power play », il s'en va. Là, les 5, on se regarde, puis OK, là, tout le monde veut jouer à la foire, là. Ouais. Il n'y a pas personne qui veut aller en avant du net, là. Fait que là, tout le monde veut jouer la même position, là, tout le monde s'ostine sur comment on va le jouer, fait que là, ça prend 4-5 minutes de même. Fait que là, je me lève, je m'en vais dans son bureau. Je cogne, je rentre dans son bureau. Je dis, c'est toi le coach? Il comprend pas. Je dis ça en anglais, puis il est pas sûr. Il parle tellement mal anglais. Fait que je dis, c'est toi qui coach? Il dit, ouais. Mais je dis, coach. Je dis, c'est à toi de nous dire où est-ce qu'on se place, là. Je dis, c'est toi le coach, lui. Ouais. Là, il me regarde, il était pas content. Fait que là, je suis reparti dans la chambre. Puis à partir de là, ça a dégringolé un petit peu. Là. Fait que, il est arrivé un autre événement dans un mini tournoi où on a fini la game, puis on jouait contre Brent Aubin, puis sorti de la game, puis là, j'ai jasé avec 10 minutes. T'sais, le coach ne parlait jamais après la game. Ouais. Fait que je jase avec Brent pendant 10-12 minutes. On jase de plein d'affaires, puis là, je reviens dans la chambre, et le GM est à côté de la porte, puis là, il me regarde avec une face, puis là, je dis « Oups, j'ai manqué quelque chose. » Fait que je rentre dans la chambre, là, le coach, il se lève la tête, il n'a pas remarqué que je n'étais pas là. Puis là, quand il a vu que j'étais pas là, puis je me suis assis, là, il a commencé à me rincer là, pendant 2-3 minutes. Là, fait que, là, ça a commencé, c'était top. Là, l'année a commencé, puis là, je jouais pas beaucoup. Puis après 4 matchs, j'ai dit, là, c'est assez. Là, je retourne aux States. Fait que j'ai dit je m'en allais. Puis là, j'ai re-signé en Alaska. Je suis parti. Je me suis dit, dernière année, je vais aller avoir du fun. Après ça, je prépare mon après-carrière. Puis that's it. C'est ça. Puis là, tu es revenu, justement, tu parlais de fun, tu es revenu, tu as joué une couple d'années semi-pro après ça. Ça a vraiment été, quand tu dis le coach finlandais, honnêtement, c'est logique là, que tu ailles le voir et tu dis, tant que tu coaches, là. Comme tu as de l'air du mauvais gars là-dedans, mais au bout de la ligne, Chris, tu es payé pour coacher là, dans ce ligue-là. Ça arrive en Europe, des fois, là, le monde, ils ne le savent pas, mais ça arrive souvent, ça. Des fois, le monde est surpris là, quand on parle des coachs là-bas. C'est sûr que je te cacherai pas qu'en passant de l'autre côté de la clôture par après, en étant devenu coach par après, c'est sûr que tu prends de l'âge, tu matures. Moi, mon niveau de maturité, il est arrivé tard. Là. Fait que, une fois que tu réalises tout ça, que tu arrives de l'autre côté, on s'entend que c'est pas la façon de faire. Tu reviens en arrière et tu te dis, je l'aurais approché différemment. Je l'aurais probablement aidé, je l'aurais épaulé là-dedans au lieu de le confronter, en fait. Puis c'est sûr que
pour moi et pour l'équipe, ça aurait été plus bénéfique. Fait que c'est sûr que tu t'en rends compte par après. Mais écoute, c'est arrivé, c'est pas grave, c'est une expérience de vie. Mais c'est sûr que c'est pas la même mentalité qu'en Amérique du Nord. Tu as des coachs là-bas qui ont des fois qui peuvent avoir des fiches incroyables, puis finalement, le contenu est pas si extraordinaire que ça, mais c'est un coach qui il a sa façon de faire, puis ça fonctionne. Puis tu arrives en Amérique du Nord, puis le niveau de préparation des entraîneurs, du système, de qui doit jouer où selon ses forces, des ajustements, ça n'a rien à pas la voir. même dynamique. C'est pas rien à voir. Puis quand je suis revenu en Alaska, c'était Rob Murray qui était là, qui m'avait coaché à Providence dans la Ligue américaine, qui était assistant dans ce temps-là. Puis tu sais, Rob, c'est un coach incroyable. Fait que moi, c'était la dernière année-là où c'était le lockout. Fait on avait Scott Gomez, on avait Brandon Dubinsky, on avait Nate Thompson, on avait beaucoup de gars de Ligue nationale. Fait que moi, c'était une année que j'avais pris, je savais que c'était ma dernière année, puis Rob le savait, puis j'y avais dit, tu sais, j'aimerais ça coacher par après, puis il m'avait un petit peu encadré, il m'avait pris sous son aile, il m'avait amené dans le bureau pour la préparation. Fait que, c'est un bagage que j'étais allé chercher avec lui, qui est incroyable, mais qu'en même temps, ça m'a fait réaliser des choses que je me disais, tu sais, comme joueur, je me disais, ouf, j'étais à côté de la traque. Ouais. Tu sais, tu te dis, il faut qu'il y a 22 gars à gérer, puis moi, tu sais, je me faisais gérer de même, Chris, je devais tirer du jus, c'est normal qu'il y a des fois, il était moins patient un peu. Là. Exact, c'est en plein ça. C'est souvent ce concept-là qu'on pense pas, tu sais, on est concentré un peu sur nos affaires, puis des fois, tu le sais, c'est quoi, là, dépendamment des temps de l'année, là, tu sais, souvent, t'arrives, puis c'est des contrats d'un an que t'as au niveau professionnel à part la Ligue nationale, là. Ouais. Mais c'est des contrats d'un an, il faut toujours que tu te battes pour un contrat ou pour faire plus d'argent l'année d'après. Tu as besoin de stats, tu as besoin de ton temps sur le powerplay. Tu es un peu plus selfish dans ta façon de voir les choses. Jusqu'à temps que tu arrives dans les playoffs, puis là, la switch, elle change parce que tu veux gagner un championnat, tu veux accomplir quelque chose. Ouais. Mais, puis tu arrives comme entraîneur, ben là, justement, il faut que tu encore les 20-23 joueurs. Faut que tu t'assures de maximiser le potentiel de tes joueurs, d'avoir les résultats, de faire attention que tu n'aies pas trop de malheureux pour pas que ces gars-là te tirent vers le bas. Fait que t'as tellement de gestion à faire que quand tu es comme joueur, tu ne comprends pas ça. Non, exact. Mais là, c'est ça, genre, tu disais qu'il t'avait aidé pas mal pour ton coaching, là, le coach en Alaska, à te guider un petit peu pour les années futures. Toi, quand tu es revenu au Québec, ton après-carrière, ça a été quoi au début? Comment tu as starté là, pour rentrer dans le monde du hockey un petit peu? Moi, en fait, les étés, Éric Guimond, là, qui est dans ma famille, là, lui, il a construit le complexe sportif Guimond à Laval. Fait que c'est sûr que les étés, j'avais commencé un été, je pense que j'avais 22, 23 ans. J'avais commencé un été avec, la première été, Bob Hartley était là avec Denis Chalifou. Ouais. J'embarquais sur la glace avec eux autres comme coach. Là aussi, ça a été un bon bagage là, au niveau de montée pratique, les drills, l'enseignement, ces choses-là. Parce que Denis et Bob sont excellents. Fait que c'est sûr que j'ai appris beaucoup avec eux autres. Je revenais les étés, j'ai coaché un peu de 3 d'été aussi. Puis là, quand je suis revenu, Eric me disait tout le temps, quand tu vas revenir, tu peux revenir travailler au complet, je vais avoir une job pour toi. Fait que quand je suis revenu, Stéphane Dick était directeur général. Ils m'ont amené comme directeur hockey. Fait que je m'occupais des programmes, je faisais du privé aussi, je m'occupais des camps élites, des camps de jour. Là. J'ai fait des camps élites avec Bobby Dallas. Fait que j'ai pris beaucoup de bagages là-dedans. J'ai commencé à faire du 3 d'été. À travers mes privés, là, j'ai bâti mon équipe 3 des mini Ducks puis des Mighty Ducks. Là. J'avais deux années au début. Fait que j'ai continué à bâtir ça. Puis à travers le hockey, mais tous les contacts que je me suis faits, ça m'a amené à me bâtir une carrière aussi à l'extérieur du hockey. Là. Fait que j'ai travaillé chez CCM. En fait, Simon Drouin, le TSD, là, la légende. Là. Ouais. Lui, j'avais bâti une équipe 2005 D1. Son gars était dans l'équipe. Simon coachait avec moi. Lui était directeur des ventes chez CCM. Il m'a fait rentrer chez CCM, pris de l'expérience là-bas. Après ça, je suis devenu, à cause de ma job chez CCM, j'avais Sport Rousseau comme magasin. J'ai appris à connaître les gars. Ils m'ont amené comme représentant des ventes pour le team là-bas. Puis là, j'ai fait ça pendant une couple d'années. Puis Simon a ouvert Fanatic Canada avec Alex Parent. Puis là, ils m'ont amené avec Fanatic comme représentant. Puis là, ça fait 3 ans, un petit peu au-dessus de 3 ans, je suis ici avec eux autres. Là. OK. J'ai bâti ça en continuant à bâtir là,
tout ce que je fais au niveau du développement, au niveau hockey. Là. Fait que j'ai comme bâti 2 carrières là, conjointes qui se mergent bien ensemble. OK. Puis là, c'est venu comment l'association avec Julien Tremblay pour les skills, un petit peu, votre compagnie que vous faites? Comment c'est arrivé, ça? Écoute, j'ai connu GT, on a joué, je pense qu'on jouait 3 contre 3 ensemble un peu. C'est un chum à Gab Lévesque. On a appris à se connaître un peu, je savais qu'il en faisait. Moi, dans ce temps-là, tu sais, j'avais quand même une bonne base de joueurs que je m'étais bâti. Puis, tu sais, on jouait ensemble, on avait une chimie sur la glace, puis, tu sais, c'est un feeling, tu sais, puis lui, il a travaillé à l'Académie Joël Bouchard. Après ça, il y avait un offre, je pense, pour aller avec Quartier Hockey. Puis là, j'y avais dit, tu sais, pourquoi tu viens pas travailler avec moi? Puis on va le faire ensemble, puis on va bâtir de quoi ensemble, puis tu seras pas l'employé de personne, puis tu sais, c'est rien enlevé parce que l'Académie Joël Bouchard, c'est une super bonne académie, puis Mhm. ça roule super bien. Puis même chose avec Quartier Hockey, il y a des super bons gars de hockey là aussi. Mais tu sais, d'être plus autonome, puis de bâtir de quoi, puis on va le faire ensemble, puis on split ce qu'on fait, puis on avance là-dedans. Puis pour moi, c'était toujours de. Tu sais, c'est un peu comme n'importe quoi. Je veux dire, j'ai toujours voulu le faire avec du monde avec qui je m'entends bien, avec qui je peux partager ces expériences-là. Puis en même temps, j'avais toujours comme façon de penser qu'à deux, on allait être bien meilleur. On Ouais. allait pouvoir se challenger. Euh, puis tu sais, ça a été le cas. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Puis on travaille ensemble, on a un programme de développement. Puis si on bâtit notre programme, puis moi j'amène un concept, ben si lui il voit ça d'une autre manière, il va me challenger, puis on va en discuter, puis on va avancer là-dedans. Puis j'ai toujours pensé qu'on était meilleurs à deux. Euh, Puis depuis qu'on travaille ensemble, je suis persuadé que c'est le cas parce que quand t'es tout seul dans quelque chose, à moins de vraiment aller chercher plein de ressources de l'extérieur, Mhm. tu sais, souvent tu tombes dans tes pantoufles, puis tu tombes confortable un peu dans tes pantoufles, puis tu finis par plafonner, c'est comme dans n'importe quoi. Fait que, pour Ouais. moi, ça a été une super bonne association, puis GT, il est excellent, puis c'est un jeune qui a beaucoup d'ambition, puis qui va monter encore. Fait que, Ouais. C'est excellent. il m'aide à progresser là-dedans aussi. Ouais. Ben justement, tu sais, c'est ça le monde du hockey. Là, tu disais que c'est important de s'associer puis de travailler avec du monde qui nous challenge puis tout, mais c'est un petit peu ça au hockey. Là, tu sais, tu parlais de tu sais, que t'étais. Tu sais, que le monde du hockey, t'es selfish un petit peu en tant que joueur, tu sais, tout le temps, puis que c'est important que tu as besoin de tout du groupe autour de toi. Puis c'est ça que tu essaies d'inculquer un petit peu aux jeunes là, dans tes skills, mais ta réputation te précède là, un petit peu. Tu parlais de Fortier tantôt, là, je ne sais pas si c'était Ali Fortier, là, Midget 3 avec toi. C'est une Non, autre Ali vient de relation qui Québec. t'a permis. Ouais, 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 vas-y. vas-y. Non, Ali, non, c'est pas le même Fortier. Là. OK, OK, OK. Ali, lui, c'est un gars de Québec. Là. Ali, OK. on a joué contre un petit peu junior, puis on s'est côtoyé un petit peu professionnel. Là, mais c'est pas le même Ali, mais toi, tu parles d'Ali de Momentum. Ouais, exact. Là, c'est arrivé comment l'association un petit peu avec eux autres pour s'occuper de. Parce que là, tu sais, justement, tu travaillais les skills à développer des jeunes, mais ça t'a aidé à développer des gars pros, t'occuper de leurs skills. C'est comment c'est arrivé, ça, dans le processus? Ben, en fait, c'est comme un peu les circonstances. Là. T'as Charles-Olivier Roussel aussi, là, euh, tu sais, qui est maintenant à temps plein là, avec l'agence, là, qu'avant était connecté un peu aussi. Lui, il connaissait Julien, c'est un ami à Julien. Oli me connaissait, fait que le contact s'est fait comme ça un peu. Euh, Puis après ça, on s'est rencontrés. Il y avait Christian Daigle avec Olivier au départ. Émilie Castonguay aussi qui était dans l'agence. On a commencé à la côtoyer avec le temps. Euh, Puis là, on a bâti une relation avec eux autres au niveau du développement. On s'occupe des joueurs l'été, sur glace. Puis c'est sûr que l'hiver, là, on fait un suivi du développement aussi pendant la saison. Là. Ouais. C'est devenu comme ça. Puis on a bâti la relation avec les joueurs. Euh, Puis on continue. C'est sûr que ça fait pas longtemps parce qu'avec le COVID puis avec les dernières années, ça a ralenti un peu le processus. Là. Ouais. Mais à date, ça a été super le fun. Puis tu veux, à partir de cet été, on s'est associé avec Stéphane Dubé aussi à Beaubriand là, Ouais. pour s'occuper des joueurs de son programme pour le développement sur glace. OK. Fait que le hockey, c'est un petit monde. Fait que quand tu fais les choses que certains apprécient, puis ça t'amène des contacts, ça t'amène des opportunités. Fait que pour Julien puis moi, ben, ça a été deux belles opportunités. Puis on les a pris. Puis pour l'instant, on a du fun à le faire. Fait qu'on va continuer ça. Puis c'est quoi
de travailler, disons, admettons que tu vas travailler tes skills avec Alexis Lafrenière versus travailler des skills avec un jeune? C'est quoi la plus... Tu sais, il y a une grosse différence, là, mais c'est quoi concrètement que toi, dans ta préparation, tu sais, quand même que c'est le même... Tu sais, ça peut être le même mouvement ou les mêmes choses. C'est quoi qui est plus spécifique à un versus l'autre? Ben, c'est sûr qu'avec un gars de la Ligue nationale, un gars, on va dire un gars comme Alexis, c'est sûr certain que ça va être beaucoup plus spécifique à ses besoins, à ses forces, à ses faiblesses, de ce qu'on va remarquer à l'intérieur d'un match ou pendant les pratiques. Tandis qu'un jeune, si je regarde les jeunes avec qui j'ai commencé quand il y avait 3-4 ans, qui sont rendus à 12 ans, Ouais. c'est sûr que tu pars avec la fondation. Fait que tu pars au niveau du patin, au niveau du maniement, lancer, tout ce qui est les feintes. Faut que tu t'assures que la fondation est solide pour après ça être capable de rajouter des skills. Quand tu vas rentrer l'IQ là-dedans, ben, si son niveau d'exécution est élevé, son patin est bon, son maniement est bon, ben, c'est pas mal plus facile d'avoir la tête haute, de prendre ton information, d'être un step en avant. Fait que, avec les jeunes, on va bâtir vraiment plus la fondation, puis après ça, on va rajouter des couches là-dessus, puis on va ajuster selon leurs forces, leurs faiblesses. Quand tu arrives avec des gars de la Ligue nationale, des gars plus vieux, t'arrives l'été, Alexis, on ne changera pas sa façon de patiner. Mm-hmm. On ne changera pas sa façon de lancer. Mais on peut amener des points spécifiques au niveau technique de ses lancers, de changer l'angle de tir, de travailler certains fakes qui vont l'aider, travailler un petit peu avec la deception pour que le défenseur ou le gardien ne soit pas capable de lire la situation. Il y a différentes choses vraiment spécifiques qu'on va faire avec ces gars-là, puis on va ajuster. Puis c'est sûr qu'avec des gars de la Ligue nationale, ben, surtout des gars élites comme ça, au bout de la ligne, nous autres, on va leur amener des outils, mais eux autres aussi, ils nous en amènent. Fait que Ouais. c'est un petit peu plus un mode d'échange, puis de comprendre avec quoi eux autres sont à l'aise, puis de leur donner certains outils qui peuvent les aider à travers ça. Tandis qu'avec le jeune, ben, tu vas y amener le concept au complet, tu vas y expliquer, puis tu vas le bâtir à partir de là. Puis là, plus il va vieillir, ben là, plus il devient autonome, plus il devient à l'aise avec ses skills à lui, puis là, tu peux rentrer un petit peu plus spécifique vers ça aussi. Ouais. Puis c'est quoi, tu penses que dans ton coaching, puis dans le développement des jeunes que tu fais, que le joueur Alex Imbeau t'a plus appris en tant que coach? Y a-tu quelque chose? Qu'est-ce que tu répètes dans ça, là? Je pense que je t'ai perdu dans le milieu de la Non, c'est question. correct. C'est, tu sais, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'était peut-être pas clair, là. Mais le joueur que tu étais, Ouais. qu'est-ce que ça t'apporte, tu sais, autant tes défauts que tes qualités dans ton coaching aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a OK, apporté bon. d'avoir été de la manière que tu étais en tant que joueur? Ben, écoute, c'est sûr qu'à la base, j'avais quand même un haut niveau d'habileté naturelle. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé au départ, là. Ouais. Parce que, tu sais, on s'entend, là, on se le cachera pas, un parent, quand il va te confier son jeune au début, parce qu'au début, il te connaît pas. Mhm. C'est sûr qu'il va se fier beaucoup à ce qu'il va voir, de ce que tu fais sur la glace. Quand Ouais. tu travailles avec des jeunes, surtout, les jeunes sont très visuels. Fait que moi, je regarde les jeunes que j'entraîne depuis le début. Tu sais, il y a des gestes techniques qu'ils vont faire qui ressemblent aux miens. Parce qu'ils m'ont vu faire beaucoup, ils Ouais. l'ont copié. Avec les années, ils vont le faire à leur manière, de la façon qu'ils sont le plus à l'aise, mais c'est sûr que le niveau d'habileté m'a aidé. Puis, tu sais, l'autre chose, je pense que mes deux forces à moi, c'était mes habiletés puis mon IQ. C'est sûr que la façon que je voyais la game, la façon que je vois la game, je suis capable de transmettre une habileté puis de le faire comprendre comment l'utiliser dans une situation de match. C'est sûr que ça m'aide aussi. Là. Fait que je pense que c'est les deux aspects qui m'ont aidé. Puis après ça, ben, c'est comme n'importe quoi, c'est vraiment de peaufiner tes connaissances puis de continuer à évoluer là-dedans parce que la game évolue. Les jeunes sont de plus en plus skills. Tu arrives avec des joueurs qui ont déjà un niveau d'habileté assez solide versus ce que nous, on avait quand on était jeunes. Ouais. C'est que nous, on le développait dans le parc puis au mini-hockey dans le sous-sol, mais eux autres, ils le développent avec des entraîneurs privés puis avec des heures de glace que nous, on n'avait pas. C'est différent, mais faut que tu t'ajustes selon l'âge, selon le niveau d'habileté du jeune. Ouais. Puis justement, tu parles de jeunes, là, puis on parle de développement dans le hockey. Tu mentionnais le ping-pong plus tôt, mais tu sais, t'es un gars, tu pars de raquettes, tu faisais d'autres sports aussi, tu as tout le temps été bon dans tous les sports. Penses-tu que c'est important aussi de développer d'autres habiletés hors glace pour les jeunes? Ouais, c'est super important. Je pense surtout à un jeune âge. Je pense que jusqu'à l'âge de 12, 13, 14 ans, il faut que tu aies touché à plein de sports. Il faut que tu aies développé différentes habiletés. Est-ce qu'on spécialise trop vite?
Probablement. Probablement. C'est sûr que même encore aujourd'hui, si on regarde les meilleurs joueurs Midget 3, junior majeur, les meilleurs joueurs, souvent, c'est des athlètes. C'est des jeunes qui vont être bons au baseball, qui vont être bons au basket, qui vont être bons au soccer, qui vont être bons au tennis. Fait que, c'est des jeunes souvent qui ont touché un peu à tout. Moi, chez nous, c'était le cas. 3 d'été dans le temps, je pense que c'était 3 tournois. Ça se faisait au mois de mai. T'arrivais juin, juillet, août, tu jouais pas au hockey, là. Fait qu'on joue au soccer, on joue au baseball, on joue au basket. Mon frère est super bon dans les sports. Il est plus vieux que moi, fait que j'ai joué beaucoup avec mon frère quand j'étais jeune. Mes chums étaient très bons dans les sports aussi. Fait que tu développes des habiletés sans le savoir. Puis en vieillissant, ben, en étant un athlète plus complet, mais quand tu arrives sur la glace, ben, ta coordination est meilleure, ton ballon est meilleur, ta dextérité est meilleure. Fait que ta vision est meilleure parce que je veux dire, tu vas jouer au basket, c'est le même principe, c'est marquage, démarquage, c'est de comprendre où l'espace libre, vers où le ballon va se diriger, c'est la même chose au hockey, c'est juste plus rapide. Ouais. Il y a plein de sports qui vont t'aider dans le hockey. Fait un jeune âge, c'est super important. Maintenant, de la manière que c'est fait, à partir de. Parce que l'entraînement est un gros facteur maintenant, là, surtout l'entraînement physique. Fait peut-être à l'âge de 13-14 ans, là, quand tu vois que tu es un joueur élite, c'est ça ta passion, puis tu veux y aller vers ça, ben là, c'est sûr que tu peux te projeter plus dans des programmes d'entraînement d'été où tu vas travailler en gymnase, tu vas toucher un petit peu à la glace. C'est sûr que le volume va être moindre, mais faut que tu le fasses quand même. Bon, ben cool, super intéressant. Je te finis juste avec des petites questions là, pour revenir sur ton parcours en Europe, les voyages que tu as faits. Là, on n'a pas parlé beaucoup des voyages que tu as faits hors hockey. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient vraiment spéciales pour toi là, en Europe. T'as-tu voyagé un petit peu quand tu étais là-bas? Un petit peu, pas beaucoup. Ben, j'ai pas eu des longs séjours, mais je dirais que le plus beau, là, c'est en Croatie. Là, je me souviens pas du nom de la place, là, mais on est arrivé, c'était comme un genre d'île, là, et il y avait un lac il y avait des hôtels, une coupe de bars, la vue, c'était incroyable. On est allé passer 3 jours là, puis ça avait été un super beau voyage. Puis la Croatie, j'avais bien aimé ça. Je trouvais que c'était une belle place. Une place peut-être un petit peu underrated que tu conseillerais au monde de visiter. Ouais, Ouais. certainement. Bon, c'est bon. Fait que je te lance des petits mots, puis tu me dis à quelle place, quel pays ou quelle place que tu as fait que tu trouves que ça s'associe le plus. J'ai de la misère que les 6 sur 6 de mon. Je sais pas. Faudrait que je fasse des petits tests d'addiction avant de commencer le podcast. Tu fais bien ça t'a pris 1 heure et demie de te tromper. Là. Fait que si je te parle d'architecture, c'est quoi les places en Europe que tu as vu que tu as été quand même émerveillé vu que c'est différent d'ici, le côté architecture? Ben écoute, je te dirais que Prague, là, quand je suis arrivé au centre-ville, là, j'aurais trouvé ça quand même impressionnant. Là. C'était vraiment différent de ce qu'on est habitué de voir là, au niveau des bâtisses puis de n'importe quoi. Là. C'est tout différent d'ici, le style. Ouais. Ça, j'avais trouvé ça beau. L'autre chose, je te dirais que c'est probablement en Croatie encore. Là, on avait joué un match extérieur dans un Colisée romain. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de t'en parler de ça. C'était comment ça, cette expérience-là? C'était sur le bord de l'eau, là, fait que c'était incroyable, mais la vue, puis le Colisée, de la manière que la glace, tout avait été monté, c'était vraiment spectaculaire. Fait que ça avait été une belle expérience. C'est probablement une des plus belles choses que j'ai vues, là, surtout le montage qui avait été fait avec la vue sur l'eau, c'était quelque chose. On va essayer de trouver des photos de ça. Il doit y avoir des photos en archive à quelque part là, qu'on peut Ouais, il y en trouver a. ça. Tu marqueras outside hockey game in Croatia, puis je pense qu'ils vont t'amener ça. Ouais. C'était-tu à Zagreb, ça, que ça se passait, ou c'était d'une autre ville, tu sais-tu? Écoute, je sais pas, faudrait que je le regarde, là, mais je me souviens pas c'était où exactement. OK. Après ça, côté bouffe, là, toi qui est pas difficile, là, mais qui choisit ses affaires, y a-tu une place en particulier, soit que tu as trouvé ça dégueulasse ou des affaires spéciales que tu n'aurais pas mangé, ou ça a été comment l'adaptation d'un pays que tu as fait? Non, ça a bien été. Écoute, en Norvège, c'était bon. À Prague, moi, la seule affaire que j'ai trouvé bizarre en Europe, c'est les déjeuners, là. Fait que, moi, j'aime ça, une toast au beurre de pinot. Fait que quand j'arrive au déjeuner, puis tu me mets des viandes froides avec des fromages, puis Ouais. pour moi, on dirait que j'avais l'impression que le déjeuner, c'était le dîner. Là.
OK. C'est la seule affaire vraiment que je trouvais bizarre. Tu t'habitues, là, mais j'ai jamais trippé sur les déjeuners là-bas. Sinon, écoute, je te dirais peut-être Ljubljana, la bouffe était correcte. OK. Correct. Il n'y a rien que j'ai pas aimé, mais quand tu reviens en Amérique du Nord, là, tu te rends compte que c'était On est... probablement plus santé ce qu'ils mangeaient eux autres, là, mais Ah, ça goûtait moins un peu. Là. ouais. Puis, dans les pays que tu as fait, c'est où que tu as trouvé que le peuple ou la culture était le plus cool, là, tu sais, les Norvégiens, les Slovènes, Ouais, les Tchèques. La Norvège. La Ouais, Norvège de loin, ouais, ouais. Les Norvégiens sont tellement accueillants, puis tu sais, ce qui aide beaucoup aussi, c'est que la plupart parlent anglais. Là. ouais, Fait que c'est sûr que tu sais, la transition est beaucoup plus facile, mais c'est vraiment un peuple accueillant, puis tu sais, même nos coéquipiers dans la chambre, puis tout ce qui entoure la Norvège, écoute, ça a été A1, là, j'ai vraiment adoré mon expérience. À Prague, c'est un peu plus difficile parce que le monde plus âgé parle pas beaucoup anglais. Fait que, ouais, tu sais, à moins de rencontrer, tu rencontres beaucoup de touristes, là, c'est ce qui est intéressant là-bas, mais les Tchèques comme tels ne maîtrisent pas l'anglais super bien, fait que c'est plus difficile. Puis c'est la même chose à Ljubljana. Fait que OK. c'est pas la même adaptation. OK. Puis juste en finissant, en tant que coach, y a-tu des affaires que tu te rappelles côté skills ou côté, tu sais, entraînement sur glace que tu voyais là-bas, des exercices que des fois ça te pop puis que ça allait aider ton enseignement de skills en Amérique, quelque chose que tu savais pas avant? Peut-être une question dure à répondre, là, mais. Ouais, ben tu sais, comme je te dis, j'ai vu un petit peu à République tchèque ce qui se faisait avec les niveaux plus bas. Tu sais, là-bas, ce que j'ai remarqué, là, en bas âge, ils mettaient beaucoup d'emphase sur le patin. C'est ce que nous, nous autres, on saute vite un petit peu cette étape-là, là, tu sais, qui est la fondation de tout, là, en fait. Là. Ouais, Fait que, tu sais, je te dirais que moi, c'est une affaire que je mets beaucoup d'emphase avec mes jeunes. Tu sais, tout ce qui est agilité, transfert de poids, tu sais, séparer le haut, le bas du corps, les edges, la glisse. Fait que ça, je vais le travailler beaucoup. Ce qu'en Europe, ils faisaient un petit peu plus, ce que j'avais remarqué. Tu sais, nous autres, je vois des pratiques novices, tu sais, le jeune, il a beaucoup de difficultés au niveau patin, puis il fait tous les exercices avec une rondelle. ouais, Fait que, je veux dire, le nombre de mauvaises habitudes que tu vas prendre, puis après ça, être capable de changer cette habitude-là, puis de la transformer, c'est difficile. Là. Fait que je pense que nous autres, au Québec, au niveau des fondations, tu sais, nos spécialistes de patin, là, si on était capable de les engager, là, puis de les amener à travailler avec des jeunes d'un bas âge, puis n'oublie pas, un jeune, ils ont tellement une mémoire courte que mhm, tu peux le faire patiner pendant 30 secondes, puis laisser une rondelle pour les 10 dernières secondes. Il va se souvenir des 10 dernières secondes, puis des 2-3 feintes, puis du lancer qui est fait. ouais. Et puis, tu vas avoir maximisé son apprentissage au niveau du patin. Fait que moi, ça a toujours été ma façon de voir les choses. Puis je pense que c'est la seule différence. Là, et en dehors de ça, C'est je pas n'ai pas mal. vu Ouais. assez, je n'ai pas vu assez pour être capable de voir c'était quoi exactement. OK. Bon, ben, excellent. Merci à Alex. Pour vrai, pour ceux qui ne savent pas, là, je mettrais mon argent sur Alex Imbeau contre n'importe quel gardien, même Vasilevski. Je pense à un breakaway, je mettrais mon argent sur Alex, à condition qu'il n'y ait pas quelqu'un qui court après, là, parce qu'il pourrait le rattraper, mais un gars de, un gars de skills Une chance, incroyable. t'as pas trop d'argent. Là. Non, c'est ça. Mais merci beaucoup de ton temps. Pour vrai, pendant le travail, c'est cool d'avoir pris le temps de partager ton expérience. Puis même moi qui te connaissais beaucoup, il y a plein d'affaires que je ne savais pas sur ton parcours. Fait que j'espère que tu as aimé ça, mais merci beaucoup de ta présence. Ça fait plaisir, mon Frank. Lâche pas, man. Tu fais une belle job, puis j'espère que le monde apprécie. Là. Bon ben, merci aux auditeurs. À la prochaine. Thank Ciao. you.